Bonjour. Nous avons rendez-vous avec le professeur Wolfrom. Nous faisons un podcast. D'accord. Et en principe, elle doit nous attendre. Est-ce que vous pourriez la prévenir ? Bien sûr. C'était Patrice Goldberg. Il est le journaliste médical de cette série de podcasts sur les cancers. Il s'agit d'une initiative de la maison de production Tamara Twist, rendue possible grâce au soutien d'AstraZeneca. Je me trouve à l'Institut Bordet à Anderlecht. Cette fois, on va parler de cancer du sang. J'ai rendez-vous avec le docteur Alice Wolfrom, qui est hématologue. Je vais discuter avec elle d'une approche qui n'est pas toujours bien comprise, celle dite de surveiller et d'attendre, plutôt que démarrer directement un traitement. Docteur Wolfrom, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour vous présenter en peu de mots ? Alors, donc, je suis docteur Alice Wolfrom, je suis hématologue et je m'occupe spécifiquement des maladies oncologiques, c'est-à-dire des cancers du sang. Et si on précise encore plus, je m'occupe des pathologies lymphoïdes, donc tout ce qui est lymphome, leucémie lymphoïde chronique. Et donc, je suis spécialisée dans ce type de pathologie. Dans ce type de cancer du sang, on va le dire, pour le dire très simplement. Voilà. Alors justement, quand on est confronté à un diagnostic de cancer, l'un des premiers réflexes logiques, c'est de se dire vivement un traitement rapide pour être débarrassé de ça. Ça paraît assez logique. Et pourtant, il y a parfois une approche qui consiste au contraire à surveiller et attendre. Alors pour quelles raisons et comment ça marche ? Alors, donc il y a certains lymphomes qu'on appelle les lymphomes indolents, qui sont des lymphomes qui évoluent très lentement et qui ne donnent pas toujours des symptômes. Et donc, chez ce type de patients qui ont une lymphoprolifération indolente, on ne fait pas de traitement. Pourquoi ? Premier point, parce que donc, comme il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas vraiment de raison de traiter. Et surtout, on ne sait pas faire disparaître complètement et définitivement cette maladie. Du coup, ça n'a pas d'intérêt de le faire tout de suite, parce que certains patients n'auront jamais besoin de traitement, et on le fera que lorsqu'il y a des symptômes précis. Quels symptômes ? Alors, les symptômes précis, on essaie de bien les expliquer aux patients parce que du coup, ils doivent être un petit peu vigilants là-dessus. Donc, soit il y a beaucoup de ganglions, dans plusieurs aires ganglionnaires, on va dire. Soit ils sont très gros, généralement on dit plus que 7 cm. Soit il y a ce qu'on appelle des cytopénies, donc des baisses des autres cellules, comme donc une anémie, baisse des globules rouges, ou une thrombopénie, baisse des plaquettes. Soit il y a une dégradation de l'état général. Et donc la dégradation de l'état général, c'est pas juste de la bête fatigue, parce qu'en fait tout le monde est souvent fatigué en pratique. C'est vraiment une perte de poids, de la fièvre inexpliquée, de la fièvre inexpliquée, de la perte de poids aussi sans régime, de la fièvre inexpliquée, sans qu'il y ait une grippe qui passe par là ou autre, et des transpirations nocturnes. Et donc là aussi, on dit bien aux patients, parce que finalement, il y a beaucoup de patients qui transpirent la nuit, parce qu'ils ont leur drap, etc., et qu'ils sont trop chauds, ça c'est possible. Mais donc on dit transpirer à grosses gouttes, à tel point qu'on change de pyjama et qu'on change de drap. Donc ça, c'est des points très importants pour nous, et c'est ce qu'on demande bien de préciser lorsqu'un patient dit « Ah oui, je transpire de temps en temps », c'est vraiment la nuit, toutes les nuits, au point de changer son pyjama. Comment ça se passe généralement pour la découverte, en fait, de ce type de maladie ? Alors donc justement, c'est ça qui est un petit peu particulier, c'est que c'est souvent ce qu'on appelle fortuit, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu de symptômes. Et donc parfois, les gens font des prises de sang, lors de un entretien d'embauche, ils passent à la médecine du travail, ou alors pour un prêt immobilier ou autre. Et donc on va tomber sur une anomalie sur la prise de sang le plus souvent. Et à ce moment-là, vous vous dites, tiens, là, il y a ce cancer du sang, probablement, mais on va décider, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de symptômes, on va décider simplement d'avoir cette approche de surveiller et d'attendre. Dans ce cas, comment abordez-vous la communication avec les patients et leurs familles ? Voilà, donc c'est par expérience très compliqué, parce que donc on fait une annonce de cancer, parce qu'on ne peut pas dire que c'est rien, c'est un cancer du sang. Et donc dans la tête des gens et dans l'inconscient collectif, un cancer du sang, directement, c'est leucémie aiguë, pas de cheveux, chimiothérapie, hospitalisation. Et donc nous, on doit toujours aller à l'encontre de ça en disant qu'on annonce un cancer et juste après, on dit qu'on ne traite pas. Donc ce qu'on peut faire, et ce qu'on fait avec certains collègues, c'est que parfois on dit, je vais d'abord vous expliquer votre maladie, et après je vais vous dire
dire comment elle s'appelle et je vais vous dire ce qu'on va faire et pourquoi. Et donc ça permet de d'abord comprendre avant de directement utiliser des termes comme cancer du sang qui vont plonger le patient dans une anxiété qui va faire qu'il va plus intégrer après ce qu'on lui dit. Et donc ce qu'on explique très clairement, c'est qu'il n'y a aucun symptôme à l'heure actuelle et que comme on ne sait pas faire complètement disparaître la maladie avec des traitements, on va juste surveiller parce que ça n'a pas d'intérêt de traiter tout de suite, ça ne change rien et ça on le sait, il y a des études scientifiques qui le prouvent, il y a des études qui ont montré que si on commençait un traitement dans la leucémie lymphoïde chronique alors qu'il n'y avait pas de symptômes, ça ne changeait rien par rapport à la date du deuxième traitement. Donc si on fait ce traitement, on va juste avoir plus longtemps cette molécule dans le sang, plus d'effets secondaires, etc. Donc on explique que scientifiquement c'est prouvé, on doit attendre les symptômes pour traiter et on va expliquer aux gens que on va déjà expliquer ce que je viens de vous expliquer, quels sont les symptômes, qu'est-ce qui doit les alerter et on va être disponible, on va leur donner les numéros de téléphone à appeler, on va leur donner notre mail pour dire que au moindre souci, on peut les revoir avant parce que parfois c'est un peu perturbant pour les patients parce qu'on les revoit tous les 6 mois, quoi. Donc on leur fait une annonce de cancer et on dit dans 6 mois, on se reverra. Et donc ça peut être très anxiogène. Donc on peut accepter qu'ils ont besoin de nous voir plus vite. Et donc on peut les voir au départ tous les 3 mois. Et puis après on leur dit, vous voyez bien qu'il se passe rien. Et donc on va espacer les rendez-vous et leur dire toujours qu'on est joignable, le moyen de nous joindre et quels sont les signes d'alerte. Ça, je pense que c'est très important. Et vous pouvez même ajouter parfois que vous pouvez être asymptomatique pendant 20 ans ou 30 ans, et puis vous pouvez peut-être mourir de complètement autre chose, très très vieux, et que ça ne se déclare en réalité jamais vos symptômes. Oui, donc souvent ce que je dis aux patients qui sont surtout les plus âgés, c'est que possiblement on ne va jamais les traiter. Après, c'est sûr que quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, c'est difficile de dire qu'on les traitera jamais, et on dira, on verra selon l'évolution, mais en tout cas, on a peut-être des dizaines et des dizaines d'années de libre de traitement et après les traitements sont tellement évolutifs que finalement j'essaye aussi de les rassurer en leur disant au pire du pire du pire, le traitement, notamment dans le cas de la leucémie lymphoïde chronique, c'est des traitements qui n'ont plus de chimiothérapie, donc on va être dans des traitements qui permettent une qualité de vie toujours le maintenu, le travail, la famille, pour les parents, les mamans avec leurs enfants qui font dans l'arme, me dit mais vous allez voir vos enfants grandir, on est vraiment dans des prises en charge maintenant qui sont de très bons pronostics et le pire du pire, ce sera des traitements oraux et vous pourriez continuer à travailler, continuer de vous occuper de vos enfants et donc ça rassure aussi les gens, voilà comment on gère l'annonce diagnostique. Alors justement, pour parler de cette annonce diagnostique aussi, on a rencontré des patients qui ont pu avoir cette sorte de surveillance et d'attente pendant parfois 10 ans sans que les hématologues leur prononce le mot cancer. Dans quel cas il faut éviter de dire le mot cancer au moment de ce diagnostic ? Y a-t-il des cas comme ça ? Alors, je pense que oui. Donc, je pense que vous allez avoir des réponses différentes selon les hématologues. Moi, je pense qu'il faut le dire et que les gens sont capables de comprendre, que c'est un cancer de bon pronostic qui évolue très lentement et qui nécessite d'autres mutations plus tard pour devenir agressif. Et moi, j'explique un petit peu pour que ça soit plus concret que c'est comme un grain de beauté qu'on va surveiller parce qu'il peut dégénérer. Et et l'exemple aussi type, c'est un polype qu'on a dans le côlon. Il faut qu'on ait plus de surveillance, il faut qu'on enlève ce polype parce que s'il dégénère, ça devient un cancer du côlon. Et je pense que les gens sont capables de comprendre leur pathologie et que les cancers, il y en a plein. Et moi, je leur explique aussi quand j'annonce un lymphome qu'il y a plus que 90 lymphomes qu'on connaît. Et donc, en fait, il va y avoir des très agressifs, mortels. Il va y avoir des lymphomes qu'on ne traite jamais. Et donc, je pense que les gens sont capables de comprendre. Surveillés depuis des années. De quel soutien disposent ces patients pendant toute cette période si longue, outre le fait de venir, par exemple, tous les 6 mois, vous voir pour une consultation ? Donc la prise en charge un peu basique, c'est la prise en charge avec des oncopsychologues. Ça, moi, je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est spécialisé dans ce concept donc de la surveillance simple, en fait, surveillance abstention thérapeutique. On appelle ça aussi le watch and wait. Et il y a certains patients qui disent entre eux que c'est pas le watch and wait, que c'est le watch and worry. Donc en fait, eux,
ils s'inquiètent pendant que nous, on les surveille. Donc moi, je les adresse volontiers à des oncopsychologues qui connaissent cette problématique de l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et attendre qu'il se passe quelque chose. Mais aussi, tout ce qui est soins de support. Je dis à mes patients, faites ce qui vous fait du bien. Éviter les injonctions contradictoires, manger ci, manger ça, tel complément, etc., qui sont capables de voir ce qui, eux, leur font du bien, et de rien me cacher. Donc si ça lui fait du bien de faire du sport, il fait du sport. S'il a trouvé que la méditation, ça lui faisait du bien, c'est bien. S'il veut faire de l'homéopathie, il n'y a pas de contre-indication. Voilà, mais il y a des tas de choses qui se passent un peu dans la vie des patients. Je leur demande juste de m'en parler pour vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication. Y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire pendant cette période? En fait, on reprend finalement la prévention primaire, comme si en fait il n'avait pas de lymphomyéleucémie lymphoïde chronique, et donc on reprend en fait ce qui n'est pas très bien fait, je dois le dire, la prévention primaire en santé. Donc l'alimentation saine et équilibrée, on reprend ces points-là, activité physique adaptée, donc j'explique ce que c'est que l'activité physique avec les niveaux d'intensité, etc. La prévention et les dépistages des autres cancers, souvent c'est aussi l'occasion de reprendre ça, tout ce qui est dépistage cancer du sein, colorectal, le dépistage cutané, ce genre de choses. Donc on reprend ça, et c'est vrai qu'à la fois c'est bien parce qu'on reprend la santé primaire, la santé globale, et aussi le patient a l'impression d'être un peu actif dans cette phase-là où il a envie de faire quelque chose, mais c'est plus, on va dire, la prise en charge de la santé globale et de la prévention primaire que réellement quelque chose lié au lymphome. Vous conseillez d'avoir les vaccinations, genre grippe, Covid, etc. Voilà, donc en fait, on reprend ça aussi, ça fait partie, donc en prévention infectieuse, donc on reprend les choses de base, donc pneumocoque, grippe annuelle, Covid annuel. On a aussi des nouveaux vaccins qui arrivent, notamment contre le Zona, par exemple, qui est remboursé dans cette indication-là. D'autres vaccins qui vont aussi être remboursés. Donc nous, on reprend tous ces différents points-là et on dit aux patients qu'ils peuvent faire ces préventions infectieuses-là. Et ne plus fumer, etc. Exactement. Bien entendu, évidemment. Comment les patients réagissent-ils généralement quand on leur dit qu'un traitement ne débutera pas immédiatement, alors que vous avez prononcé le mot cancer? Alors, donc, il y en a qui veulent absolument un traitement. Donc, il y a des patients qui disent « Mais là, vous voyez bien, je suis fatiguée, mais vous voyez... » Et en fait, nous, comme je vous ai dit, la fatigue, c'est un symptôme très classique. Donc, je dis, tant qu'il n'y a pas de perte de poids, tant qu'il n'y a pas de fièvre, regardez votre prise de sang, regardez l'absence d'évolution, etc. Mais il y a des patients qui poussent au traitement. Et donc, nous, on doit vraiment prouver par A plus B et donc être très à l'écoute. Et s'il faut faire un scanner pour vérifier, et s'il faut refaire un dosage de lymphocytes, on le fait pour rassurer. Mais il y a aussi inversement des patients qui commencent à avoir des critères de traitement, ça j'en ai vu quelques-uns, où en effet les plaquettes baissent, et donc il y a vraiment une indication. Ils disent attendez, je suis sûr que ça va aller, vous inquiétez pas, je vais aller voir mon médecin de médecine chinoise, il va me donner d'autres plantes, etc. Et donc moi je lui dis ok, alors je laisse un petit peu, et on dit voilà, notre seuil, d'habitude c'est 100 000 plaquettes, pour vous on va dire 90 000, mais à un moment donné il va falloir commencer ce traitement. Donc tout est possible, il y a des gens qui ont envie de médicaments, d'autres qui n'ont pas du tout envie. Et donc ça, nous, on essaye de s'adapter, d'être à l'écoute et de faire ce qu'on appelle la décision partagée, et donc de discuter ensemble de quand ce sera le bon moment. Alors, est-ce qu'il y a une majorité de patients qui vont chercher un deuxième avis quand on leur dit qu'ils ne sont pas traités tout de suite ? Généralement, les gens ne savent pas forcément qu'ils ont le droit à un deuxième avis, et j'en profite pour le dire. Dès qu'on est inconfortable avec un médecin, avec une décision, avec la manière d'être ou avec la manière d'avoir communiqué avec le médecin, on est toujours en droit de demander un deuxième avis. Et donc moi, je le fais spontanément quand je vois que le patient n'a pas l'air de croire ce que je dis. Je dis, mais si vous voulez, vous pouvez demander un deuxième avis. Et donc, je recommande les autres centres experts et je les adresse à des confrères pour confirmer cette décision. Et donc ça, je pense que c'est très important de le dire. Quand on est inconfortable, quand on doute et qu'on a une mauvaise relation avec son médecin, il faut soit changer de médecin, soit aller demander un deuxième avis pour se rendre compte de ce que dit le médecin. Est-ce que vous avez des plaintes que vous rencontrez plus fréquemment de la part des patients
pendant cette phase, pendant toute cette période? Mais oui, c'est toujours le problème de la fatigue. Donc en fait, c'est vrai que je pense que globalement, les gens sont fatigués. Donc quand ils savent qu'ils ont une maladie, ils pensent que c'est lié à cette fatigue. Et donc j'ai beaucoup de patients qui reviennent avec ça. Et donc on reprend, voilà, après, comme je dis, on répond à ces attentes. Et donc on revérifie le taux de lymphocytes, on revérifie les prises de sang, on revérifie l'examen clinique pour vérifier qu'il n'y a pas d'évolution. Mais la fatigue, je crois que c'est le symptôme qui prédomine. Et puis, il y en a qui sont aussi anxieux de cette situation et qui se disent, surtout les jeunes, quand est-ce que ça va me tomber dessus? Et donc, c'est vrai qu'ils doivent appréhender ça, mais par expérience, au fil du temps, je pense que le cerveau humain est bien conditionné. À un moment donné, il s'adapte à la situation et voilà. Donc, en fait, au bout d'un moment, les choses se tassent et finalement, ils acceptent cette surveillance simple, quoi. Souvent, les gens n'en parlent pas à leur entourage, n'en parlent pas à leur travail, parce que j'imagine que, en effet, ça peut avoir des conséquences professionnelles assez importantes. Et donc, je pense que ça aussi, c'est une charge un peu difficile. Je vois beaucoup de parents qui le disent pas à leurs enfants ou à leurs propres parents ou dans leur travail. Et donc, ça, c'est vrai que je trouve que c'est une conséquence de vivre un peu caché comme ça, qui peut être, à mon avis, importante au niveau psychologique pour les patients. En pratique, à quelle fréquence un patient est surveillé pendant cette période et tout dépend. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Donc comment? C'est toujours la même chose, c'est toujours bêtement une prise de sang et un examen clinique. Donc nous, on regarde le taux de lymphocytes et on regarde les ganglions. Donc ça, c'est toujours cette manière de faire. Et donc pour ce qui est de la fréquence, ce que je leur explique toujours, c'est qu'on va voir la cinétique. Et donc en fait, si depuis 3 ans, rien ne bouge, j'espace les rendez-vous et ça peut être tous les ans, voire parfois un contact téléphonique et chez le médecin généraliste. Si je vois une cinétique un peu exponentielle, là je rapproche les rendez-vous et donc après ça va arriver tous les 3 mois et je peux même voir des gens tous les mois parce que justement je trouve que ça va un peu vite et ça, c'est très important. Dans la leucémie lymphoïde chronique, on parle du temps de doublement lymphocytaire. Et donc, au-delà de 30 000 lymphocytes, je dis aux patients, maintenant, si ça double, on doit traiter. Donc, en fonction du taux. Et ça aussi, je leur explique bien parce qu'ils commencent à dire parfois, il y a des patients qui disent « Ah, mais regardez, ça augmente très fort, très fort. » Mais aussi, je leur explique un peu nos références en disant « Mais nous, on regarde que quand c'est au-dessus de 30 000. Et là, si ça double, c'est un critère de traitement. » Et donc, entre les consultations, il y a un rôle très important à jouer de la part du médecin généraliste, alors. Oui, donc médecin généraliste, c'est important. On a aussi des infirmières de coordination, donc qui connaissent aussi bien ce type de pathologie. Donc, il faut être joignable, donc soit le médecin hématologue, soit l'infirmière de coordination. Et il y a aussi de plus en plus des applications en santé qui, c'est des téléchargements avec des questionnaires qui sont envoyés pour suivre un petit peu l'évolution des prises de sang. Et donc ça, on l'a pas encore nous utilisé, mais je sais que ça se fait de plus en plus, la télésurveillance, et donc avec des applications qui sont liées à l'hôpital et qui envoient les prises de sang. Vous avez parlé de critères qui permettent de décider à un moment donné, on va débuter un traitement. Quel est le critère principal ? Le critère principal, il n'y en a pas qu'un, en fait, c'est plusieurs critères. Donc c'est, comme je disais, un ganglion qui est énorme, 7 cm, plusieurs aires ganglionnaires, un temps de doublement, dégradation d'état général, et donc ça peut être que un d'entre eux. Parfois, si c'est un peu tout limite, c'est un faisceau d'arguments. Donc ça, c'est une décision qui est jamais prise en un coup aussi, parce que parfois on peut avoir brutalement une montée ou une augmentation d'un ganglion, puis qui régresse après. C'est plusieurs rendez-vous de suite, et c'est une décision qui est toujours collégiale avec l'ensemble des confrères. On présente le dossier, on regarde des imageries, on regarde des prises de sang, et le traitement n'est pas décidé comme ça sur un coin de table après une prise de sang ou un examen clinique. C'est vraiment une prise en charge globale, quoi. Cela dit, il y a sans doute des cas où la question de timing a une telle importance, et donc l'idée c'est comment éviter de commencer un traitement trop tard. Dans la tête de certains patients, c'est sans doute ça qui se passe. Alors, moi, j'essaye toujours de dire que c'est des maladies qui évoluent très lentement, qu'on a le temps de voir venir, qu'on décidera du traitement au bon moment. Et donc, c'est rare. Enfin, en fait, c'est pas possible d'être trop tard, dans le sens où, on peut plus rien faire pour vous. Ça n'arrivera jamais. Ce qui peut arriver, c'est d'arriver un peu tard, être un peu plus fatigué parce que l'anémie est plus importante. Il y a pas de raison d'être trop tard, en fait. Donc ça, moi, je dis bien, ça évolue lentement. On verra progressivement. Et s'il y a un symptôme qui vous gêne, à ce moment-là, on commencera le traitement.
Quel conseil donneriez-vous aux patients qui peuvent se sentir anxieux ou je dirais incertains par rapport au traitement de leur maladie ou simplement la surveillance qui n'est pas encore le traitement de la maladie, si ce n'est pas encore initié, ce traitement, il y a des gens qui sont angoissés. Mais moi, en fait, je crois que ce qui aide les patients, c'est de comprendre leur maladie. Donc j'essaye le plus possible d'expliquer pour qu'ils s'en emparent. C'est l'espèce d'empowerment de la maladie. Et ce qui marche bien aussi, c'est de rencontrer ses pairs. Donc si j'ai 2 patients qui ont à peu près le même type de maladie, dont un qui a l'air de mieux gérer la situation, j'essaye de les faire se rencontrer, ou les associations de patients qui peuvent du coup aider avec ce partage d'expérience. Et ça, je pense que le plus important, c'est de rencontrer des gens qui vivent la même chose et qui peuvent aider justement au quotidien ce genre de choses. Et je donne aussi beaucoup de documentation, les sites internet fiables, les choses comme ça. Et donc je pense que quand on comprend exactement les enjeux, ça permet un petit peu de se déstresser. Maintenant, voilà, les gens qui sont anxieux de base, parce que j'en ai qui sont déjà anxieux avant l'annonce de la maladie, évidemment ça résout pas tout. De nature. Voilà, avant même le diagnostic, c'est sûr que ça s'arrange pas après, mais généralement les gens qui ont déjà des troubles anxieux, ils savent aussi se gérer et dans leur famille, et c'est habituel, quoi. Tout ça me semble plein de bon sens. Merci beaucoup pour la clarté de vos réponses. Je pense vraiment qu'elles vont pouvoir aider énormément de patients. Merci infiniment. Mais merci à vous. Vous voulez en savoir plus sur le principe de surveiller et attendre? Alors n'hésitez pas à écouter l'épisode dans lequel Patrice Goldberg s'entretient avec Vincent. Il est atteint d'une leucémie lymphoïde chronique depuis plus de 10 ans, mais n'a pas encore été traité. Il explique en détail ce que c'est que de vivre dans la phase dite de surveillance et d'attente. Vous trouverez plus d'informations sur la leucémie lymphoïde chronique sur le site web www.vivreavec.be. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.